Il y a Claire qui est avec nous, qui a été victime d'un viol par un OQTF. Claire qui était déjà venue nous voir. Claire qui vraiment a un comportement exceptionnel et qui, par sa parole, essaie de faire bouger les choses pour ne plus que ça se reproduise. Et quand Claire apprend une affaire comme celle de Philippines, vous devez vous dire, mais et j'ai vu votre coup de gueule, vous vous dites, rien n'a changé. En fait, rien n'a changé. Non, bien sûr, rien n'a changé en un an. Et en fait, au final, je me rends compte que toutes les prises de parole, ça n'a servi à rien, malheureusement. Oui, c'est ça. En fait, vous vous battez, vous essayez de prendre la parole. Vous avez, on rappelle votre histoire, hein, vous avez été agressé par un OQTF, vous avez été violé, une histoire qui nous a tous bouleversés. C'est ça, exactement, dans le hall de mon immeuble, le 11 novembre 2023. Comme Philippines, c'était un homme qui était sous OQTF. Comme Philippines, c'était en plein milieu de la journée. Comme Philippines, c'était également un agresseur qui venait de sortir fraîchement de prison. Et aujourd'hui, forcément, votre vie, c'est plus la même. Non, bien sûr, tout a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai quitté mon travail, j'ai fait un burn-out. Bien sûr. Ma vie change complètement et je pense que la vie des parents de Philippines aussi va changer. Mais le problème, Claire, vous avez dit, vous, votre vie a changé, mais la vie des OQTF n'a pas changé. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à changer. Et c'est pourquoi, je le dis à chaque fois, pourquoi on est si énervé et bien sûr, et si triste, c'est que c'est une histoire qui aurait pu être évitée, une fois de plus, comme la vôtre. Je le dis à chaque fois, je le dis tous les soirs en ce moment, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Après, on va nous dire ce que nous dit Anne-Sophie Lapix. Mais comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Et mec, aujourd'hui, on n'est plus dans le truc, comment vous allez faire? On arrive, à chaque fois, on a réussi à débloquer de l'argent pour le Covid. On a fait jouer la planche à billets, on est d'accord? Pour les JO? Pour les JO, exactement. On a fait marcher la planche à billets aussi. Pour moi, là, les OQTF et la sécurité des Français, c'est la priorité. Donc on s'en fout, on fait marcher la planche à billets. Je vais vous dire, de toute façon, on a une dette tellement abyssale, qui est incroyable, qu'aujourd'hui, il faut faire marcher la planche à billets sur ce sujet. Elle l'a dit, Anne-Sophie Lapix, 13 800 € par personne. On donne des milliards à l'Ukraine. Hein. Exactement, mais bien sûr. Oui, exactement. Même ça, mais il a raison, des milliards à l'Ukraine. Je suis désolé, je ne dis pas qu'il ne faut pas les donner. C'est une priorité politique. Mais à un moment, il faut des priorités. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, la vie de Philippines, la vie de Claire, pour moi, c'est une priorité. C'est la priorité numéro 1. Voilà, c'est insupportable. Je vais vous dire, et les Français, ils ne peuvent plus l'entendre, ça. On arrive à faire marcher la planche à billets pour plein de choses, vous l'avez dit, les JO, l'Ukraine, le Covid. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire marcher la planche à billets pour ce qui aujourd'hui, voilà, pour nos enfants, pour nous, pour nos amis, pour les Français. Voilà, je vous le dis, aujourd'hui, les Français, il faut vous dire, hein, la cérémonie des JO, elle aurait pu être un petit peu moins bien si on avait pris l'argent. Non mais voilà, on aurait pu prendre l'argent pour, je vous le dis. C'est insupportable. Vous dites on donne des milliards à l'Ukraine. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si tout allait bien en France, si Claire elle se sentait en sécurité, si tout allait bien. Mais aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui, la fac, elle est à quelques mètres d'ici. Je vous dis, ça peut arriver à tout le monde. Elle rentrait chez elle, elle était à 5 minutes des Champs-Élysées. Exactement, à 5 minutes des Champs-Élysées, en plein après-midi. Dans un quartier finalement privilégié. Exactement, mais oui, ça. Il y a quand même quelque chose, c'est que moi, ce que je ne peux pas accepter en tant que père de famille, je dois ici témoigner qu'il y a aussi une fracture qui se crée. C'est-à-dire que moi, mes enfants, on a tenu à leur offrir un logement à côté de la fac. On en a obligé, à un moment donné, d'investir de l'argent pour une sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire que c'est juste un sentiment d'insécurité. J'ai entendu sur ces émissions de cette semaine dire « Oui, mais bon, les chiffres, c'est 0,8, 0,1. » Oui, mais attendez, à un moment donné, on parle de vie humaine, là, quand même. On parle de gens... Mais, excusez-moi, Fabrice, est-ce que je suis abruti? C'est peut-être possible. Non, peut-être que je suis un abruti. Moi je me demande, est-ce qu'il n'est pas possible, à un moment, de dire « Les mecs, on va réduire tout, sauf on va aider les entreprises et les Français pour qu'ils gagnent plus d'argent. » Et on va aider les Français sur la sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas dire, on va réduire beaucoup de choses, le reste, beaucoup d'aides qu'on fait. Bon, est-ce que c'est impossible? Non, c'est un choix. Et voyez-vous, dans cette émission, on a eu un débat sur faut-il augmenter les impôts. Mais moi, tu me prends 20% d'impôts de plus pour garantir la sécurité des Français. Moi aussi. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Exactement. C'est pour mettre nos enfants à l'abri. Il n'y a aucune difficulté, c'est pas ça mon problème. C'est qu'à un moment donné, on n'arrête pas, effectivement, on s'appauvrit de jour en jour. Et finalement,
on est de plus en plus dans une situation d'insécurité de partout. Ça peut pas continuer. Et je voudrais, si tu me permets, juste un tout petit mot rapide. Moi, je voudrais aussi dire une indignation sur un point. La classe politique, elle a l'obligation d'avoir une dignité propre. Quand je vois Antoine Léaumont, qui hier est allé visiter un centre de rétention pour aller voir dans quelles conditions les étrangers en situation irrégulière sont effectivement retenus, alors il a oublié quelque chose. D'abord, le sens de la propos. C'est-à-dire que j'ai tweeté, moi, en disant que finalement, qu'il se rassure, les étrangers en situation irrégulière étaient de retenus en meilleures conditions que Philippines. Hein, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est le psaume 83, amour et vérité se rencontrent. Que dire qu'on aime les gens, qu'on aime effectivement, que la charité commande d'accueillir tout le monde, c'est faux. C'est faux, c'est faux. À un moment donné, c'est mentir à tout le monde. On ment en français, on ment à ces gens qui viennent, à qui on promet un avenir qu'ils n'auront jamais. Il faut que ça cesse. Mais c'est bien de préciser, Fabrice Divisio, vous vous rendez compte le timing d'Antoine Léaumont, oui. LFI encore. On vient de vivre un drame et il va dans un... Non mais, excusez-moi, c'est de la provocation et c'est insupportable. Aujourd'hui, c'est insupportable ce genre de provocation. Imaginez encore les parents de Philippines. Oui. Imaginez les amis de Philippines, imaginez les étudiants de la fac de Dauphine qui sont tous certainement extrêmement choqués par ce qui s'est passé et qui doivent être dans une angoisse terrible, qui voient un responsable politique le jour même ou 2 jours après aller visiter un centre de rétention. Et c'est pas anodin. Non mais c'est pas anodin, mais excusez-moi Fabrice, là c'est vraiment, c'est exagéré, là pour moi c'est trop. Oui, Dominique. C'est très rare que le président de la République s'exprime sur un fait de politique intérieure. Et il l'a fait hier en déplacement, en disant effectivement que c'était un crime horrible et qu'aujourd'hui, il fallait arrêter de dire, mais de faire. Oui. Est-ce qu'il a fallu attendre que Philippine soit tuée? Est-ce que Claire, qui est vivante aujourd'hui, et heureusement, est-ce que déjà ça méritait pas qu'on fasse et pas simplement qu'on dise? Il en faudra encore combien, en fait? Exactement. Claire, voilà. Quand toi, tu as appris l'histoire de Philippines, ça te fait quoi? Dans ton corps, ça doit être incroyable. Tu dois te dire, mais ça doit te rendre folle. Bah bien sûr, et ça met totalement en parallèle nos 2 histoires. Oui. Ça rend complètement fou. Et comme vous le dites, en fait, combien il va falloir encore de Lola, de Philippines, de Mathilde, qui a été la fille qui a été violée juste avant moi? Et tu sais ce qu'on va nous répondre? On va nous répondre, on est le pays des droits de l'homme. C'est ça. Non, mais la sécurité ne devrait pas être un sujet de droite ou de gauche. Mais il n'y a pas de débat, on est bien les droits de l'homme, personne ne dit qu'il faut maltraiter effectivement qui que ce soit. C'est ce que je disais tout à l'heure, amour et vérité se rencontrent, mais moi je refuse catégoriquement de venir effectivement compromettre la sécurité de nos enfants d'un côté, et de l'autre, je refuse catégoriquement de faire croire à des gens qui viennent qu'ils ont la possibilité de tout faire n'importe comment, n'importe où. C'est pas possible de faire ça. Il faut bien à un moment donné... On parlait effectivement, hier j'entendais Jean Bardella dire il faut restaurer la double peine. Alors bon, la double peine, elle n'a jamais disparu. Alors on va rappeler ce que c'est. La double peine, c'est la possibilité d'interdire de territoire français, à titre de peine complémentaire, les étrangers qui ont commis des délits ou des crimes en France. Ouais. Alors Sarkozy l'avait un petit peu dépoussiéré, disons ça comme ça. Et elle est revenue là. Mais en réalité, il y a une loi de 2024, janvier 2024, qui maintenant est devenue la règle. La double peine, elle est devenue la règle. Mais il faut dire autre chose, Cyril, pardon, c'est qu'on lutte. On parlait de laxisme cette semaine, je suis venu souvent, on parlait tous les jours, donc, mais on parlait de laxisme, mais tu as vu le communiqué du syndicat de la magistrature? Bien sûr, je l'ai vu. Il faut quand même, à un moment donné, Bruno Retailleau disait qu'il fallait interdire le syndicalisme dans la magistrature, il va être temps d'y penser, parce qu'on est en train de protester contre des mesures qui sont des mesures d'application de la loi pénale. Où est-ce qu'on est dans ce pays-là? Où est-ce qu'on est? Les policiers, effectivement, se plaignent d'arrêter des gens qui sont relâchés ensuite, et les magistrats revendiquent, finalement, une forme de laxisme judiciaire. On ne peut pas continuer comme ça. Gilles Verdez, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur l'affaire d'Antoine Léaumont qui va visiter un centre de rétention 2 jours après ou 3 jours après le drame de Philippines. Ça vous choque, vous? Non. Voilà. Je l'aurais pas fait, mais lui, il est entre guillemets dans son rôle politique, c'est-à-dire qu'il refuse la récupération politique. Mais c'est toujours son argument, c'est insupportable d'entendre ça. On parle d'une jeune fille qui s'est fait enterrer dans le bois de Boulogne, Gilles Verdez. Arrêtez de nous parler dans sa stratégie politique. Non mais écoutez, je ne veux même pas entendre ça, c'est insupportable, surtout en présence de Claire. C'est insupportable. Gilles, excusez-moi, est-ce que vous avez vu son tweet? Est-ce que vous l'avez vu, son tweet? Non, dans lequel il dit, effectivement, je suis venu m'inquiéter des conditions dans lesquelles ils sont retenus et les conditions déplorables, etc. Aujourd'hui, vraiment? Oui. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Je justifie pas, je Non mais c'est bon, on s'en fout.
Justifié, Gilles. Si le rendez-vous était prévu. Non, pas du tout. Vous me demandiez, non. Oui, c'est ça se reporte un rendez-vous. S'il avait ça, c'était prévu depuis 2, 4, 6 mois, fallait l'annuler. Bien sûr. Fallait pas y aller. Je pense même pas que c'était un. Non, je sais pas. Je pense qu'il y est allé. J'essaye de le défendre. Je pense qu'il y est allé. Oui, il le revendique, bien sûr. Mais ne défendez pas l'indéfendable. Mais je le défends pas. Surtout pas si vous le défendez. Non, j'explique pourquoi il l'a fait. Il n'y a pas d'explication. Quand on a vécu un drame comme ça, il n'y a pas d'explication. Il y a autre chose qui signe la provocation, pardon Gilles, c'est que les conditions dans lesquelles ils sont retenus, on le sait. La CIMAD a fait des rapports, la Ligue des droits de l'homme a fait des rapports, les députés sont déjà venus, on le sait. Donc on le sait qu'il y a des améliorations sans doute à avoir, il n'y a pas de débat si c'est ça le sujet. Ici, il n'est pas venu pour autre chose que pouvoir tweeter et annoncer qu'il l'a fait. Voilà. C'est de la provocation. Et je vais te dire, toi qui effectivement, et je respecte ça profondément, qui est militant de gauche, et je respecte ça profondément, je veux dire, à un moment, ça dessert juste la cause, en fait, que ces gens essayent de défendre. Ça la dessert parce que ça les enferme justement dans un rôle et il faudra l'assumer à un moment donné. Exactement. Claire, quand vous entendez tout ça, vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans quel mood? Là, révolté. Vraiment révolté parce que, il y a énormément de problèmes. Le problème de la justice aussi, qui est assez laxiste. On voit également que les victimes ne sont pas du tout soutenues. Vous avez été soutenu depuis votre viol ou pas du tout? Écoutez, par la justice, par l'État, non, pas du tout. Pourtant, j'ai essayé de demander des réponses, des actions, rien. Donc non, malheureusement. Rien. Et aujourd'hui, vous vivez avec ça tous les jours. Et à mon avis, voilà, votre vie, elle a basculé. C'est-à-dire que, et je suis heureux de vous voir aujourd'hui ici parce que ça aurait pu être on aurait pu ne plus vous revoir et ça aurait pu être bien pire. Mais aujourd'hui, votre vie, elle a basculé dans l'horreur, forcément, ce jour-là. Vous essayez de vous reconstruire tous les jours. Et quand vous entendez ce genre d'affaires, de meurtres, qui a dû se passer pas loin de chez vous. Oui, bien sûr, c'est à 2 km de chez moi, au final. Donc, en fait, c'est encore dans un quartier qui est censé être plus favorisé que d'autres quartiers dans Paris. Et en fait, on se rend compte que l'insécurité est vraiment partout. Exactement. Mais ça doit vous retourner. Vous devez vous dire, en fait, c'est encore remettre une pièce dans la machine de l'horreur. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, c'est juste un enfer. Et en plus, je le dis, Claire, elle se bat, elle témoigne. Claire, témoigner sur des plateaux ou sur des radios, elle s'en fout totalement. Non, mais je vous le dis, si elle le fait, Claire, c'est juste pour essayer de protéger des futures victimes et de nous alerter et d'essayer que les choses avancent. Et en nous racontant son récit, elle se dit peut-être que ça va faire avancer les choses. Mais elle essaie de faire ce qu'elle peut, mais elle le voit bien que depuis, il n'y a rien qui a changé, mais rien, vraiment rien, zéro. Donc ça doit vous rendre folle. Non, du coup, on va prendre le taureau par les cornes et puis c'est comme ça qu'au final, moi, je vais essayer de faire changer les choses, je vais essayer de créer mon association pour pouvoir aider les victimes, surtout financièrement, parce qu'aujourd'hui, le coût d'une victime, c'est environ 35 000 € du dépôt de plainte jusqu'au procès, donc c'est énorme. Incroyable. Et au final, les victimes se sentent complètement délaissées et il y en a même qui vont jusqu'au suicide, donc c'est horrible. 35 000 €, ça, c'est pas payé ça par l'AME, ça. Ah non, mais je vous le dis. Gilles Verdez, votre monde, il est fini, Gilles Verdez, excusez-moi. L'homme qui vous a agressé, qui vous a violé, il est où aujourd'hui? Il est incarcéré Il est incarcéré. En fait, la police a fait un travail incroyable, un peu comme pour Philippines, où ils l'ont retrouvé 1 heure après. Parce que du coup, il était déjà cherché, en train d'être recherché lorsqu'il avait violé la fille 1 heure avant moi. Donc pour le moment, il est incarcéré. Après, il n'y a pas du tout de date de procès non plus. C'est ça qui est problématique. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une théorie, c'est qu'en tant que victime, on ne peut pas se reconstruire tant que le procès n'est pas c'est un OQTF. Oui, voilà des économies. C'est-à-dire que ce mec-là, on lui donne à manger en prison, là. Exactement. On le nourrit. Il n'y a pas de procès. Oui, il a ses suivis psychologiques également de payer. Il y a un suivi psychologique. Alors qu'il avait une obligation de quitter le territoire. Moi, je suis complètement d'accord avec Raymond. On dit qu'il manque des places de prison. Tous les OQTF qui sont en prison, ça dégage. Il manque des sous. Bien sûr. Mais il a raison. On a l'impression d'être des idiots. Mais parce qu'on se dit, comment il n'y pense pas? Non, mais c'est fou. Là, on le nourrit, on le soigne. Exactement. Alors qu'il ne devait même pas être là. Exactement. Il y a un point qu'il faut témoigner quand même important, c'est que la justice, elle a un autre problème. C'est qu'elle n'a pas les moyens de ne pas être laxiste. C'est aussi un des gros problèmes. Ça, exactement. Je suis d'accord avec vous. En fait, ce que Claire soulève, pardon madame, c'est que effectivement, cette durée, la durée de la procédure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi j'ai des dossiers dans lesquels un juge d'instruction, il a 200 à 300 dossiers ouverts à son cabinet. C'est ça. Ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'une durée d'instruction aujourd'hui,
c'est pas moins de 3 à 4 ans. Je sais. Et puis ensuite, il y a 3 à 4 ans au minimum pour le procès. Et donc, parce qu'en fait, ils sont débordés, saturés, totalement saturés. Aujourd'hui, la justice manque cruellement de moyens. Il ne faut pas s'en prendre aux juges, les pauvres, qui sont débordés aussi. Et le problème, le laxisme aussi, c'est pas de leur faute. Voilà, il faut le redire. Merci Fabrice Divisio, merci Claire. Merci.